la taille du gouvernement souminois et quelles doivent être ses priorités? Pourquoi l'installation du bureau définitif tarde à l'Assemblée nationale? Que faire pour éviter la corruption dans les assemblées provinciales? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Solange Masumbuko, cadre de la FDC et communicatrice de l'Union Sacrée. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche après le journal de 19h. Le débat au féminin, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Bienvenue à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. Nous n'oublions pas tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Merci à vous de choisir le magazine de la femme sur Top Congo FM, ce magazine qui vous permet de connaître ce que pensent les femmes sur divers sujets qui touchent à notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons une autre femme pour parler consultation de la première ministre avec les partis politiques et regroupements de l'Union Sacrée. Nous allons également parler de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas oublier les élections des gouverneurs et des sénateurs, ainsi que quelques crises enregistrées au niveau des assemblées provinciales. Dans ce studio, nous avons Madame Solange Masumbuko, elle est cadre de la FDC. Bienvenue dans ce studio, Madame. Merci beaucoup à Top Congo et bon week-end aux auditeurs et aux auditrices. On démarre avec les consultations. La première ministre Judith Suminwa a une semaine chargée. Elle a consulté les partis politiques et regroupements de l'Union Sacrée en vue de la formation du prochain gouvernement qu'elle va diriger. Nous avons entendu plusieurs recommandations à l'issue de ces consultations au sortir de chaque regroupement, et chaque regroupement essayait de dire un peu ce qu'il a retenu des consultations ou fait rapport de ceux qu'ils ont proposé à la première ministre. On peut retenir poids politique, jeunesse, genre, compétences, probité, un délai court pour déposer les dossiers. Satisfaite de ce que ont été ces consultations et du contenu donné par chaque regroupement et parti politique reçu? J'aimerais d'entrée des jeux d'abord féliciter la première ministre et aussi le champion de la masculinité positive, le chef de l'État. Depuis 1960, c'est aujourd'hui que nous avons pour la première fois une première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Ça, c'est un long processus, un long combat de femmes qu'aujourd'hui, les femmes soient élevées jusqu'au niveau de la gestion du gouvernement, ça veut dire à la tête du gouvernement. Ça n'a jamais existé au Congo, c'est un pas de géant, il faut le reconnaître. Vous savez que les femmes représentent beaucoup ici en RDC. 65%, plus de 70% de l'économie congolaise est tenue par les femmes. Ce sont les femmes qui sont violées, ce sont les femmes qui sont tuées, ce sont les femmes au village qui vont cultiver et c'est encore les femmes qui sont qui assurent l'éducation à la base dans les foyers et pourquoi pas dans les écoles maternelles. Ce sont encore ces femmes qui, après le pillage, ont mis la main dans la pâte, dans l'informel pour soutenir l'économie congolaise. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait une femme à la tête du gouvernement, c'est une justice, c'est une équité, c'est un début. Et donc, succès, plein succès à cette femme que plusieurs d'entre nous soutiennent. Et voilà, elle a tenu à ces consultations pour voir comment aborder la taille, quels sont les critères? Elle a parlé de la probité, de la compétence, de la jeunesse, du genre, de l'efficacité. Mais comment matérialiser cela? C'est ça le grand problème. La taille du gouvernement. Nous avions dans le temps 65, 67. On parle de 39, 35. 39, 35, c'est déjà bon. Et vous savez que l'autorité morale de la FDC l'a dit, il est temps.
Il est temps donc de passer à la réduction du train de vie et ça commence par cela. Et ça, c'est un courage, sachant que les partis politiques ou les forces politiques, les forces vives, chacun cherche à faire participer ses délégués au gouvernement et que les mêmes participants parle aussi de la réduction, c'est quand même ça. On sent que il y a la République, il y a vraiment une notion de l'intérêt public, l'intérêt de la nation. Et un des critères aussi. Quand on parle de la taille, madame, ça veut dire qu'on devra fusionner d'autres ministères qui ont été scindés. Absolument. Et que deviendront les secrétariats généraux? Absolument, ils vont collaborer, hein. C'est ça le grand problème. Mais il faut, vous savez, la réforme, il faut des réformes. Et si ces secrétariats généraux se mettent ensemble pour voir comment matérialiser toutes ces où il y aura des ministères avec 2, 3 secrétariats généraux qui dépendront d'eux? Non, il y aura d'autres ministères qui n'auront pas de vice, par exemple. Pour ceux-là, on peut garder les secrétariats généraux. Ben oui. Et pour ceux qui auront des vices et qui auront été fusionnés, on peut éliminer les secrétariats généraux? Non, mais ce sont des petits arrangements techniques qui se feront. Parce que vous savez, ces agents qui travaillent dans les secrétariats généraux, ce sont des experts. Et ce sont des techniciens de haut rang. Parce que pour moi... Auxquels il faut recourir. Il faut recourir. Ils sont incontournables. Parce que pour une bonne continuité, il faut toujours prendre compte d'eux. Moi, je crois que le critère aussi de compétences professionnelles, probité, d'autres parlent de la sociologique. J'ai vu un regroupement qui a parlé de la taille d'un gouvernement, la taille de la République, mais nous pensons que la réduction du train de vie serait un signal fort pour la pacification de l'Est, je pense. Et nous pensons que les bonnes personnes au Congo ne manquent pas, mais un suivi, une planification, une chronologie, c'est ce qui permettra à la première ministre donc d'arriver aux objectifs. Vous savez, il y a rien. Nous connaissons les 3-4 priorités de notre République. Le social de la population, la sécurité à l'Est, tout cela, géré par les 6 axes du chef de l'État. C'est connu. Et donc, nous pensons que si la première ministre a les mains libres de travailler, nous pensons que le développement que nous prônons, que nous voulons que le développement à la base, que le développement commence par la base, avec les 145 territoires qu'elle a bien dirigés, tout récemment, nous pensons que tout cela, tous ces ingrédients lui permettront de réussir le défi. Mais elle n'a pas de bâton magique. Elle n'a pas de bâton magique. Qu'elle ait les mains libres. Ça veut dire ne pas subir les dictats des uns et des autres. Nous parlons du développement à la base, des 145 territoires, les projets qui sont à 145 territoires. Mais s'il y a des entreprises qui tardent, mais il faut punir. Il ne faut pas, voilà, moi j'ai des intérêts ici, donc on ne touche pas et ainsi de suite. Non. Il y a déjà eu beaucoup de dénonciations à ce sujet-là. Au niveau de la sécurisation, la sécurité de l'Est, c'est à double enjeu. La partie diplomatique, la partie dissuasive avec une armée forte et républicaine, et ensuite la partie aussi de, je me dis, le narratif. Aujourd'hui, tous les Congolais lambda savent que nous sommes agressés. Et quel est l'agresseur? Et maintenant, toi, général, des généraux qui prennent l'argent des soldats sur terrain, qui détournent. Vous comprenez que, est-ce que nous avons tous les yeux braqués vers une même cause, notre République, la cohésion nationale? Nous pensons aussi d'insister, évidemment, la diplomatie. C'est dans les mains du président de la République qui sera aidé par la première ministre. Vous savez, nous devons avoir des amis véritables. Nous avons vu avec tout ce qui s'est passé dernièrement au Rwanda qu'il y a certains pays qui ont des intérêts à gauche, à droite. C'est normal. Dans les pays, il n'y a que des intérêts. Chaque pays suit ses intérêts. Et nous devons focaliser nos meilleurs amis et garder les bonnes relations pour que nous puissions aussi
avoir des transactions rentables, win-win avec ces pays pour juguler cette rébellion qui n'a fait que traîner 30 ans. C'est assez, 30 ans, c'est trop. Et plus de 18 millions de morts. C'est un génocide mondial. On ne parle pas des déplacés qui vivent dans des conditions précaires. Plus de 700 000 déplacés. Et combien de réserves qui ont été, de nos réserves et de nos minéraux qui sont pillés tous les jours. C'est horrible, je vous dis. Et tout ça, la communauté internationale joue le jeu. Il joue le jeu. Il joue au chaud et au froid, et donc on ne comprend pas. Mais moi, je crois que la solution viendra de nous. C'est vrai, la première ministre, Madame Judith Suminwa, n'a pas bâton magique. Pour une guerre que nous subissons depuis 30 ans, elle n'a pas de bâton magique, mais elle va mettre sa touche féminine. Moi, je crois que quand une femme se décide de prendre en charge certaines choses, elle les fait avec du cœur. Elle les fait aussi en voyant d'autres femmes qui souffrent. Elle les fait avec une durabilité et avec beaucoup plus de responsabilité. Vous savez, quand Marie a accepté de porter Jésus le Sauveur. Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus. C'est toujours Marie qui nous a encore dit qu'il est vivant. Vous avez vu. Donc, moi, je compare cette dame à une chouja qui vient pour donner un coup de pouce, mais avec l'aide des partis, des forces vives et de toute la population congolaise pour juguler cette guerre. Le social aujourd'hui, le taux d'échange, les femmes qui pouvaient cultiver, qui pouvaient s'adonner à l'agriculture, qui créent aussi des emplois, tous focalisés sur le pillage des ressources matérielles, de nos ressources du sous-sol, focalisées sur les déplacements massifs, et donc elles ne savent même plus produire pour les infrastructures. C'est dans les 145 territoires, ce qui va permettre l'acheminement. Nous avons à manger dans ce pays. Mais puisque vous parlez des 145 territoires, il faudrait aussi regarder même la qualité du matériel utilisé. Il faudrait sanctionner, parce qu'on a vu, et sur nos antennes c'est passé, à plusieurs endroits, la population se plaindre de la qualité de ce qui est utilisé comme matériel pour construire les infrastructures, pour la construction des routes. On se rend compte que la première ministre a plusieurs défis à relever, plusieurs problèmes à résoudre. On parle des dépassements budgétaires toujours décriés, on parle de la corruption, on parle des détournements, on parle de la justice qui est malade, on parle des détournements au sein même de l'armée. Vous avez relevé ça. Quelle peut être sa potion magique pour réussir? Vous savez, la corruption est mondiale. Dans tous les pays, à certains niveaux, il y a des corruptions. Mais nous devons juguler cette corruption par des réformes réelles et stratégiques. Le chef de l'État lui-même a reconnu que nous n'avons pas une justice à la hauteur d'un pouvoir judiciaire. Nous sommes dans une démocratie, c'est 4 pouvoirs, législatif, judiciaire et voilà. Et donc, si le pouvoir judiciaire n'en est pas un, et que déjà, ils sont dans, je peux dire, ils ne sont pas dans les conditions minimum pour exercer leur travail, ça sera très difficile parce qu'ils ne sont pas mis à l'abri de la corruption. Comment vous voulez qu'ils travaillent? Justement, qui favorisent cette corruption, et c'est eux les premiers corrompus. Et donc, moi, je crois qu'il faut une réforme totale, et le fondament, ça veut dire la construction d'une justice forte par la formation des magistrats, par l'amélioration de leurs conditions de vie, aussi par la formation continue et par la coercition. Ça veut dire, vous savez, il y a l'IGF qui fait son travail, mais après le travail, il s'arrête là, pendant qu'il doit collaborer avec une justice. Et aussi, la justice doit être indépendante, pas subir le dictat des politiques. Ah, vous le savez que la justice, il arrive que la justice subisse le dictat des politiques. Au Sénégal, nous avons vu. Et donc, il faut savoir que les vents africains se contaminent et se propagent. Donc, pour nous, je crois que la première ministre doit travailler sur une justice
indépendante, mais aussi la formation des magistrats, la formation continue et mettre au piloli ceux qui sont prises en flagrance des justices. Vous savez, dans un pays, je crois bien le Bénin, il y a souvent des caméras cachées, il y a des téléphones qui sont suivis, si bien que en cas de flagrance de la corruption, souvent on met au piloli des juges, des hautes personnalités, et ça sert quand même un peu une façon de juguler. Parce que même aux États-Unis, il y a la corruption, mais ici au Congo, même dans les petites choses, comment vous allez construire une route, vous mettez un dosage qui n'en est pas un, parce que vous avez, disons, le surfacturé, et tout cet argent est parti chez un politique qui vous protège. Et c'est même politique, et c'est même membre de gouvernement. Vous devez justifier avec 50% du montant reçu pour exécuter l'ouvrage. Parce que 50% est rentré. Et comment faire justement pour mettre fin à cette pratique de pourcentage? Parce qu'on l'entend, mais jusque-là, c'est comme si on ne sanctionne pas. On entend parler des autorités au niveau du gouvernement, au niveau des instances qui, pour signer un document, pour faciliter l'arrivée des investisseurs, exige un pourcentage pour que celui-là vienne travailler. Comment la première ministre doit gérer ce dossier? Et les fondements, l'éducation. Au niveau même de l'école, lorsque moi j'ai fini à l'université catholique de Kinshasa, lorsqu'on te trouvait en train de tricher, tu es chassé. Il faut commencer par des petites choses au niveau de l'école primaire, maternelle, tout ça déjà juguler l'injustice et la corruption. Parce que ce sont des mots qui gangrènent ce pays. Le pays le plus riche. Mais maintenant, au niveau du gouvernement, où on entend toujours parler des pourcentages pour laisser passer ceci. Nous avons le procureur qui a demandé à la population et à tout celui qui peut dénoncer, il y a un numéro vert de dénoncer, et on va protéger celui qui va dénoncer. Dénoncer, commençons par dénoncer. Et ensuite, lorsqu'on dénonce, il faut pas qu'il y ait une justice à double vitesse. Vous savez, des fois, lorsque un riche et un pauvre sont devant un juge, le juge prend la partie du riche parce que l'autre, il débourse de l'argent. On ne veut pas cette justice à double vitesse. On veut une justice indépendante, une justice objective, une justice qui ne va pas nous faire reculer ou nous faire revoir ce que nous avons vu même avec les élections législatives. Madame, les regroupements sont certainement en train de proposer des noms, de choisir des personnes. Que diriez-vous aux regroupements qui vont présenter les candidatures des prochains membres du gouvernement à la première ministre? Est-ce qu'on doit encore retrouver ces chefs des regroupements que nous sommes habitués à voir revenir dans tous les gouvernements, ou leurs proches, leurs petits frères, leurs épouses? Est-ce que on doit encore les retrouver dans les gouvernements, ou cette fois, on doit nous proposer des nouvelles personnes pour aider la première ministre à relever tous ces défis qui se présentent devant elle? Justement, c'est une très bonne question, et elle m'embarrasse même, parce que nous sommes à la fois dans la société civile, nous sommes à la fois actrices politiques. Vous savez que le critère que la première ministre a donné pour le gouvernement, c'est la compétence professionnelle, mais aussi le critère du genre, le critère de la jeunesse et tant d'autres critères. Dans un parti politique, dans les mouvements, dans les associations, chaque parti a un programme du gouvernement. Mais c'est en ça qu'il peut être utile à la première ministre. Et même ces consultations. En réalité, chaque parti, comme l'AFDC, nous avons donc apporté ce que nous estimons comme priorité, les recettes magiques pour la pacification, pour la réussite de ce gouvernement qui est conduite pour la première fois par une dame compétente,
On l'a prise, elle est compétente, elle a démontré de quoi elle est capable au PNUD, dans un programme aux Comores et dans les 145 territoires, donc elle n'est pas novice. Mais je pense que les partis politiques, les regroupements, les associations doivent choisir les meilleures personnes qui répondent à la compétence, au professionnalisme, mais aussi donc qui aussi vont apporter quelque chose dans le gouvernement. Moi, je crois que si certains observateurs de la société civile peuvent commencer aussi à faire l'observation de comment les partis politiques envoient des personnes au gouvernement. Vous savez, par exemple, la FTC, la fois passée, a envoyé 2 femmes et des hommes. Et donc, déjà, il y a une petite équité dans ces sens-là où on promet à la fois la femme, on promet l'homme. Si tous les autres partis peuvent faire aussi de même. Nous avions 27% des femmes dans le gouvernement Sama 2. Si nous pouvons avoir 40%, pourquoi pas 50% dans le gouvernement de Madame Judith Souminois, ça ne serait que justice faite, ça ne serait que équité pour cette femme qui contribue à plus de 65% de l'économie congolaise, de participer cette fois-ci à la gestion, à la construction de la cité, de participer donc à relever tant soit peu les attentes de la population. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Le social, le dollar. Mais est-ce qu'on doit retrouver les chefs des regroupements sur les listes? Je crois qu'elle a eu à parler directement avec tous les chefs du gouvernement et ils ont trouvé un modus vivendi dans ces sens-là. Nous pensons que nul n'est irremplaçable. Dans les partis, il y a des personnes valables. Et qu'on a des ministres qui ont plus de 10 ans au gouvernement. Hein. Nous pensons que dans les partis, il y a des personnes valables. Hein. Il y a des personnes valables, compétentes et nous faisons confiance aux autorités morales, au président des partis pour cette nation congolaise que nous devons sauvegarder. Pour l'intérêt de la nation congolaise, je crois que la République doit être au-dessus de nos passions, de la famille, de nos intérêts privés. Hein. Nous devons mais est-ce que vous ne pensez pas que l'objectivité. Le partage des postes risque de prendre encore le dessus sur le programme même du gouvernement? Parce qu'on a l'impression que ça traîne. Au vu des urgences qu'il y a dans ce pays, au vu des urgences que nous avons, ça ne devait pas se faire. Au Sénégal, ils ont démarré, ça n'a pas pris du temps. Est-ce que au Congo, pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Ça ne sont pas une majorité. Ça n'a pas été une impréparation. Une majorité. Vous savez, en principe, ça ne devait même pas prendre du temps. Nous avons une majorité. C'est de l'impréparation. L'union sacrée. Mais non, c'est juste des petits arrangements techniques. Ou c'est les caprices des uns et des autres. Non, écoutez les uns et les autres pour trouver une cohésion. Vous savez, quand un pays est en guerre, il faut essayer d'écouter une grande majorité pour avoir une cohésion. Et je crois que la première ministre, en le faisant, c'est par sagesse qu'elle l'a fait. Elle a terminé, elle termine aujourd'hui avec nous. Les femmes, elle va nous recevoir. Et nous pensons que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que ça traîne. La République attend beaucoup d'elle. Beaucoup d'embouteillages. Et que diriez-vous? Les érosions. Que diriez-vous? Et les déplacés qui n'ont rien à manger. Que diriez-vous à ces groupes ethniques qui vont sortir encore après pour dire nous ressortissants ne sommes pas contents parce que il n'y a pas des originaires de chez nous, il n'y a pas les ressortissants qui sont dans le gouvernement. Est-ce qu'on doit continuer à s'attarder sur cette question des membres du gouvernement issus de telle ethnie, de tel clan, de telle tribu, tenant compte de tout ce que nous avons en République démocratique du Congo comme tribu? Moi, je crois que la tribu, ça doit être un aspect positif pour notre vivre commun. Mais nous devons avoir une gestion axée sur les résultats. On doit prendre la hauteur. Parce que nous avons 450 tribus au Congo. Est-ce qu'il y aura 450 ministres? Non. Nous avons 145 territoires. Est-ce qu'il y aura 145 ministres? Non. Donc, il y en a qui seront représentés par les autres. Évidemment, la géopolitique doit être assez objective. Mais nous pensons que si nous adoptons la gestion axée sur les résultats et que les résultats, l'équité, la distribution des richesses est équitable, il n'y aura pas ces choses-là et ça va baisser. Et aussi,
je ne peux pas oublier de dire une chose et d'insister. Pourquoi ne pas adopter les budgets programmes? Ça veut dire chaque ministère a un budget alloué à ce ministère-là et un programme bien défini et n'entre pas à gauche, à droite, et ainsi les services compétences comme le Parlement et l'autre structure qui a le pouvoir de contrôler l'exercice du gouvernement puissent le faire. Parce que tant d'argent, tant de dépassements, vous l'avez dit. On a remarqué tant de dépassements, tant de ministères qui ont dépassé 400%, 500% de leur budget sans action, sans que la population ne ressente quelque chose. Il est temps de faire les choses autrement. Il y a des lois votées, plusieurs lois. Nous sommes champions en loi. Mais beaucoup de lois votées, pas connues, pas appliquées, pas exécutées. On a encore des problèmes. Imaginez-vous, Madame Tchila, nous avons une loi sur l'entrepreneuriat, nous avons un fonds, la FOGEC, le fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais est-ce que à Walikale, les femmes accèdent au crédit, accèdent à cet argent-là? Avec cette loi disponible, avec ces fonds, vous comprenez que il est temps que des mesures d'accompagnement ou des mesures même d'exécution de ces lois-là soient prises en compte. Un ministère est là pour réformer. N'est pas secrétaire général pour faire l'administration. Dans les cabinets, c'est des réformes. Notre pays a besoin de réformes, des réformes judiciaires, des réformes au niveau de la CENI, des réformes même constitutionnelles. Des réformes même au sein de la constitution même des cabinets ministériels. Ben oui. Parce qu'un ministre qui est entouré des personnes qui ne sont pas compétentes ne va rien produire. Exactement. Mais vous savez qu'un ministère appartient aussi à un groupe, à peut-être les regroupements, les partis politiques, et donc qui délèguent des membres. Ils doivent vous déléguer les meilleures des personnes. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces regroupements qui auront des ministres et qui devront déléguer? Ils doivent déléguer des choujas, des personnes capables et qui vont aider le ministre, la ministre à bien faire son travail. Parce que vous savez, la population en a marre. Elle nous attend sur des choses concrètes, pas sur des préjugés, pas sur des débats, pas sur des promesses. La population attend aujourd'hui les champions de la masculinité positive sur des actions concrètes. C'est vrai que la guerre fait beaucoup mouche et empêche à la République de décoller. Mais nous pensons qu'avec un peu de volonté, tout est possible. 60 ans après, une femme Premier ministre, les Congolais attendent beaucoup. Et nous pensons que tous, nous devons nous mettre comme un seul homme pour que notre gouvernement réussisse, notre gouvernement de pacification. Vous pensez qu'il faudra vraiment insister sur la déclaration des biens à l'entrée et au sortir? Parce qu'on voit des gens entrer et quand ils sortent, ils ont triplé, ils ont quintuplé ce qu'ils avaient, et quand on regarde ce qui est fait sur le terrain par rapport à leur ministère, rien de concret. Exactement, cela doit se faire. Mais ça ne doit pas se limiter à cela, parce que il semble que dans les familles, quand vous êtes nommé ministre, c'est la famille qui vient, c'est notre tour maintenant de nous retrouver. Et tout ça là, c'est c'est une éducation à savoir que en tant que ministre, vous êtes au service de la nation congolaise. Vous êtes au service de réforme. Au service de la nation. Vous êtes au service des attentes de la population, mais vous êtes au service en tant qu'union sacrée, parce que je suis communicatrice de l'union sacrée. Vous êtes donc au service des actions, de la consolidation des acquis du chef de l'État. Parce que si l'union sacrée ne convainc pas durant ces 5 ans, 2028 va être chaud. Très chaud, et ce n'est plus loin. Nous sommes déjà à près de 5 mois. Nous sommes en train d'aller 5e mois du mandat. Toujours rien, et donc nous pensons qu'il est temps que le gouvernement sorte et que le Parlement
qui doit entériner le programme du gouvernement soit déjà installé. Puisque vous parlez du Parlement, qu'est-ce qui bloque finalement dans la désignation de celui qui devra conduire le ticket de l'Union sacrée de la majorité à l'élection du bureau définitif? Nous avons d'une part les forces en présence et les poids politiques, mais nous avons d'autre part aussi comment je peux dire cela? Ça veut dire disons, c'est au chef de l'État aussi de savoir désigner quelle est la personne qui va travailler ou qui va incarner la vision de l'union sacrée. Vous savez, mais depuis morale, tout ce temps qu'on a eu, le poids et tout ça, ça n'a pas été fait. C'est dans la discrétion, le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. La fois passée, on a pris le plus âgé, mais il y avait le poids politique à d'autres niveaux. On a appliqué le poids politique. Et maintenant, il appartient au pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Voilà pourquoi l'autorité morale de la FDC a dit qu'il était calme et qu'il ne s'agitait pas, parce qu'il appartient, il connaît ses pions, il connaît. Mais qu'est-ce qui doit finalement déterminer le choix? Parce que le choix du président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui doit déterminer son choix? Vous avez notamment parlé de la connaissance même de la vision de l'Union sacrée, mais quel autre critère doit déterminer? L'exercice même, vous savez, l'autorité morale de la FDC a démontré combien il était assez compétent au niveau de la questure à l'époque à l'Assemblée nationale. L'UNC parle également de son président qui a également fait ses preuves en son temps. Exactement, chacun doit défendre ses intérêts. Christophe Mbosso également. Au niveau du Sénat, il a démontré de quoi il était capable. Et dans chaque ministère où il est passé, Modeste Bahati Lukwebo a toujours innové. Moi, je crois que nous avons besoin des innovateurs. Maintenant, la RDC a besoin des innovateurs, des réformistes et des personnes éprises de paix. Parce que cette République a besoin de démarrer. Le Parlement doit entériner le programme du gouvernement. Et donc, vite, dès que le chef de l'État va aussi dans son pouvoir discrétionnel, dire un mot, je crois que tout va se régler. Entre-temps, les jours s'égrènent. Ça ne va plus traîner, mais vous savez que le chef de l'État, c'est un démocrate aussi, hein. Et donc, nous comptons sur lui, sa justice. Il a démontré de quoi il était capable dans la masculinité positive et nous pensons que au niveau aussi du Parlement, il va démontrer encore son chouja. 3 noms qui sortent du lot, tous des hommes, aucune femme. C'est pour dire qu'il n'y a aucune femme compétente dans ces regroupements-là, ces regroupements majoritaires, qui puissent également prendre la tête de la Chambre basse du Parlement. Malheureusement, hélas, mais vous savez, c'est en fonction des poids politiques, ça veut dire les personnalités qui se distinguent. Il y a des femmes qui se distinguent et des femmes capables. Vous savez, Mabunda n'était pas moindre. Mais enfin, elle n'est pas là. Pour l'instant, il y a l'UNC qui sort du lot, il y a la FDC, il y a également Christophe Mbosso dont on parle. En tout cas, c'est entre les trois qu'on va devoir établir le choix de celui qui va conduire avec la sagesse, avec... Quelles sont les qualités des uns et des autres? Si vous pouvez dire en quelques mots les qualités de Vital Kamerhe, de Mbosso, de Bahati et peut-être ce qui peut constituer les faiblesses de chacun d'entre eux. Ben, pour moi, Mbosso a la qualité d'être plus âgé et voilà. Il a travaillé depuis belle avec Mobutu. Il est passé par plusieurs ans, qu'il a une longue expérience et il ne démérite pas. Mais vous savez, par rapport au poids politique, ça cloche un peu. Vital Kamerhe
a aussi l'adhésion ou comment l'opinion et le Congolais lambda admire beaucoup sa manière de conduire les plénières, sa manière de parler. Vital Kamerhe, c'est un homme qui séduit par son langage, par sa façon de faire. Hein. Il a eu à le faire à une époque. Alors, Modeste Bahati Lukwebo, comme l'indique son nom, c'est un homme modeste, simple, accessible et innovateur. Vous savez, la République aujourd'hui a besoin des hommes qui vont changer, des hommes qui feront autre. On voit que vous penchez vers votre autorité morale. C'est tout à fait normal, vous savez, ma chère, nous sommes dans des partis pour conquérir le pouvoir, mais pas aveuglement, bien sûr. Quelles peuvent être les faiblesses de chacun des trois? Chacun, quelles sont ses faiblesses? La force de l'UNC, je commencerai par là, c'est que elle a le poids politique qu'il faut, mais la faiblesse, c'est que il y a beaucoup de l'opinion publique pense que ça ne serait pas utile de le voir là. Ça, c'est l'opinion. Le Congolais lambda, ce n'est pas les députés. Et la faiblesse de Mbosso? La faiblesse de Mbosso, on estime qu'il a déjà eu à gérer et donc qu'il laisse un autre vent gérer. Et la faiblesse de Modeste Bahati serait quoi? Sa faiblesse serait le fait que, je ne sais pas, par moment on a des ennemis, hein. Je ne vois pas, il n'a pas beaucoup de faiblesse. Il n'a pas beaucoup de faiblesse, mais le poids politique peut-être. Parce que c'est, je crois, UNC qui vient avant. Et vous savez, dans tout cela, c'est dans la discrétion du chef de l'État. C'est au chef de l'État que revient cette lourde responsabilité. Parce que le gros du travail, départager ces trois noms qui sortent du lot, ces trois personnalités politiques tout aussi compétentes pour diriger la Chambre basse du Parlement. On a besoin des innovateurs, hein. J'insiste là-dessus. Là, on a suivi la plénière de mercredi qui a donné lieu justement à cette répartition des postes au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a la majorité qui va prendre la présidence, la première et la deuxième vice-présidence, le rapporteur, le questeur adjoint, et l'opposition qui n'a que 28 députés, qui devra se contenter du poste du rapporteur adjoint, mais l'opposition n'a pas très bien accepté ça. Il a fallu passer au vote et tout ça. Est-ce que vous pensez que finalement ils vont se plier et prendre ce qu'on leur a donné? Parce que tenant compte du poids, ils ne représentent rien à l'Assemblée. Justement, la démocratie, par moment, le vote, c'est les meilleurs ou les plus votants qui gagnent. Mais on dit toujours que dans la démocratie, il faut tenir compte aussi de la minorité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a moins de députés de l'opposition et c'est déplorable. En tout cas, moi, je les déplore. Mais n'en déplaise, s'ils ont un délégué au niveau du bureau, c'est ce qui est normal par rapport au poids. Mais dans les temps et partout ailleurs dans le monde, on a toujours eu 2 délégués de l'opposition dans le bureau. C'est difficile pour départager aussi les forces en présence de la majorité qui doivent se départager les 6 autres postes. C'est aussi difficile. L'opposition doit donc subir. Elle subit, mais il y a lieu d'exister. Malgré cela, la liberté d'expression est démise au Congo. Et donc, elle peut utiliser tous les moyens possibles pour faire entendre sa voix. Au-delà d'un représentant, ce qui est normal. Trop de problèmes au niveau des assemblées provinciales, des tiraillements autour des élections du bureau définitif. Au Katanga, vendredi, on a quand même procédé à l'élection après des tensions. L'Équateur, il y a un bicéphalisme qui s'est même créé. Les 2 partis sont ici à Kinshasa pour consultation. Kinshasa, on ne s'entend pas. Les élections sénatoriales approchent.
des élections des gouverneurs, c'est le 29, les sénatoriales, c'est déjà le lundi 22. Dans quel climat vont se tenir ces élections avec des assemblées provinciales qui posent problème? Vous savez, madame, c'est déplorable tout cela. Moi, je me dis, et c'est la population qui est le dindon de la farce. Après avoir accordé un mandat à un député provincial, maintenant, il doit exercer son mandat parce qu'il est le représentant de la population et le député exige de l'argent pour faire ci et là, sans tenir compte encore des desiderata ou des attentes de cette population. C'est déplorable. Mais nous pensons que cela porte à croire qu'il faut des réformes courageuses. Pour moi, les gouverneurs doivent être élus à scrutin direct. Ça demande encore beaucoup plus d'argent, hélas. Ou alors être capable de changer la Constitution pour que... Pourquoi ne pas revenir à l'ancien système, justement, le président de la République qui les désigne? Oui, justement. Mais vous savez, si vous donnez aussi trop de pouvoir au président de la République, ça veut dire... ce n'est plus de la démocratie. Pourquoi ne pas, par exemple, procéder aux forces vives qui peuvent... désigner 5 personnes et dans les 5 personnes issues de la base, ici après comme on peut dire, des primaires. Et ensuite, à l'issue de cela, le chef de l'État peut désigner, ou alors on peut procéder aux non-originaires, parce que nous venons de démontrer, tous les mandats qui viennent de passer, hélas, on vient de démontrer que... la gestion des originaires n'a pas marché. La gestion des originaires n'a pas marché. Et c'est chaque fois des problèmes avec les députés provinciaux, avec le gouverneur élu. Et c'est des problèmes de survie, c'est des problèmes de... Et même celui qui sera élu, on espère que les méthodes ou l'astuce de la justice et du procureur de la CENI... On interdit l'accès avec les téléphones, on interdit l'utilisation des caméras. Est-ce que ça va marcher? Savez, on a fait ça la dernière fois, mais on a déploré... Nous sommes au Congo, nous déplorons la corruption. Nous déplorons ce qui s'est passé avec la CENI. Nous sommes ici au Congo. Vous avez vu comment les élections législatives et municipales se sont passées. Peut-être qu'on va corriger avec l'élection des gouverneurs. Il faut corriger. Est-ce que la CENI peut capitaliser ses expériences pour essayer de nous donner une autre recette? Mais il y a quand même eu quelques dénonciations de corruption, par exemple dans la province de l'Équateur, ce qui a même donné lieu à cette crise au niveau de l'Assemblée provinciale. Exactement. Le MLC, APA-MLC a désavoué 3 députés soupçonnés d'être entretenus par un candidat gouverneur. Il y a également l'AFDC qui avait également dénoncé cela. On a entendu encore dans d'autres provinces des dénonciations de corruption. Dans un état de droit, ma chère, cela ne devait pas se faire. Un état de droit démocratique. Nous devons arriver donc à réformer le pouvoir judiciaire. Tout cela, c'est parce que le pouvoir judiciaire en déliquescence. Le président l'a reconnu et on ira aux élections. Mais nous craignons fort. Est-ce qu'il appartient aussi à la bonne volonté des députés provinciaux? Vous avez été élus pour un objectif. Mais il paraît qu'il y en a qui ont déjà reçu une première tranche et la deuxième tranche qui sera versée après le vote, après présentation des preuves qu'on a voté pour la... Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Parce que c'est depuis que les assemblées provinciales existent qu'on parle de ces corruptions à la veille des élections des sénateurs et des gouverneurs. Mais c'est déplorable et inadmissible. Comment nous pensons construire la République sur des bases qui ne tiennent pas? Et voilà pourquoi ces gouverneurs sont souvent l'objet des Parce que maintenant, le développement à la base pose problème. Parce que ce sont des corrupteurs, des corrompus qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent d'abord rembourser l'argent qu'ils ont dépensé à gauche, à droite pour se faire élire. Et voilà pourquoi parfois ces députés provinciaux n'ont pas la force de contrôler et de sanctionner le gouverneur. Exactement. Mais justement, nous pensons que dans un état de droit, cela doit cesser. Cela doit cesser. Comment et nous devons faire lutter. pour que cela cesse? Dénoncer, c'est déjà un pas. Et ensuite, après cela, planifier déjà demain.
réformer la justice congolaise, pour qu'elle soit capable de dénoncer et qu'elle soit capable de juguler les corrupteurs. La justice, oui, mais au niveau même des députés provinciaux eux-mêmes. Parce qu'apparemment, la période, d'élection, c'est une période qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils se font de l'argent. Tout le monde sait, on en parle. Là, c'est une conscientisation de l'éthique même. Est-ce que nous avons un Congolais qui aime ce pays? C'est l'éthique. Parce que où est-ce que nous allons? Comment nous allons bâtir notre République? Comment nous allons participer à bâtir cette République sur des faits, des corrupteurs? Comment? Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Nous pensons qu'il est temps que tous les acteurs, donc les ministres, les élus et le pouvoir judiciaire se mettent ensemble pour réformer certaines choses qui ne marchent pas et qu'on essaie d'adapter selon notre contexte. C'est déjà ce lundi, l'élection des sénateurs. Nous pensons que la population doit aussi veiller. Les députés provinciaux doivent élire en âme et conscience, n'est pas se faire bousculer par l'argent. Mais entre-temps, cette population qui croit en toi et qui va devoir, lorsqu'on va te dénoncer, qui va devoir regretter cela, est-ce que ça ne vous dit rien? Ils doivent être libres de faire le choix pour le développement d'une nation forte, le Congo. On doit terminer. Qu'est-ce que vous direz à la première ministre pour la formation de son gouvernement qui est très, très, très attendue parce qu'il y a plusieurs problèmes qu'il faut régler en urgence? Madame la Première ministre Judith Suminwa, votre élévation à ce poste est donc une attente et suscite beaucoup d'enthousiasme dans le milieu de Congolais lambda et de toute la République et de tous les 26 provinces. Les priorités sont connues. Nous avons nous avons la sécurité, nous avons le social de la population et nous avons aussi la consolidation, la gouvernance, la création d'emplois. Nous avons aussi la stabilisation du taux d'échange. Nous avons aussi la diversification donc de l'économie congolaise. On ne doit pas compter seulement sur les minéraux, mais nous sommes un pays avec 80% des terres arables. Et donc, si nous pouvons compter aussi sur la production locale et donner aux jeunes la chance de travailler, de donner à la République, nous allons compter aussi sur la corruption, la gouvernance. Si nous jugulons tant soit peu la corruption, nous pensons que ce Congo mérite d'être remis dans son ancienne robe, d'être appelé toujours le Congo. Et Kinshasa la belle va donc n'est plus être considéré comme la poubelle, mais le miroir de la RDC. Nous faisons confiance en la femme, mais nous faisons aussi confiance à tous les services, à tous les autres qui doivent collaborer. Mais nous pensons que vous aurez les mains libres pour travailler pour les attentes de cette population. 30 ans de guerre, ça suffit. 30 ans de guerre, c'est trop. 18 millions de morts, c'est trop. 700 000 déplacés, c'est trop. Et donc, les embouteillages tels qu'on n'en a jamais vu au Congo, c'est trop. Et donc, nous pensons qu'il est temps, 5 mois après, de démarrer avec ce gouvernement de pacification, ce gouvernement d'espoir que nous attendons la semaine qui va commencer. Merci beaucoup, Madame Solange Masumbuko. Nous espérons que le message est passé, que le gouvernement va sortir d'ici quelques jours et que le travail va démarrer. C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du débat au féminin que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci beaucoup, Madame Solange, d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin. Merci à Isabelle Moyengo qui nous a aidé dans la préparation. Merci à Patrick Mugongo qui a assuré la prise de vue et à Grace Lema qui a assuré la prise de son. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Je serai heureuse de vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro du débat au féminin, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Quelle
sera la taille du gouvernement souminois et quelles doivent être ses priorités? Pourquoi l'installation du bureau définitif tarde à l'Assemblée nationale? Que faire pour éviter la corruption dans les assemblées provinciales? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Solange Masumbuko, cadre de la FDC et communicatrice de l'Union Sacrée. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche après le journal de 19h.